J'ai le plaisir de vous parler un petit peu de ce que disait mon collègue. C'est bon? De la tribologie. Alors, je vais essayer de rester simple dans les explications. Et si on a choisi l'application, par exemple, sur la peau, vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout enseignant aimerait bien transmettre ce qu'il sait et que ça puisse servir. Et j'espère qu'à la fin de ma présentation, vous saurez ce que c'est que la tribologie. Alors, dans ce que j'ai prévu comme plan, donc je vais parler de la tribologie en général pour vous expliquer ce que c'est. Je suis certain que vous connaissez tous les exemples que je vais prendre pour bien comprendre pourquoi cette discipline, elle a toujours existé depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et demain, puisque ça concerne pratiquement tous les mouvements que vous faites tous les jours. Et je terminerai par les applications médicales, notamment, je vais prendre la peau comme exemple. La peau n'est pas seulement un organe, puisque c'est le plus grand organe de notre corps, c'est aussi un tissu très sensoriel. Cette sensorialité, elle a une histoire avec notre corps humain, puisque je prendrai le temps de l'expliquer sur comment est composée la peau et comment vous sentez quand vous touchez un objet, quel est le mécanisme. Depuis tout petit, vous avez un doudou. Et spontanément, ce doudou, il vous a accompagné pendant plusieurs années. C'est que le système sensoriel commence déjà à se développer à cet âge-là. Alors, la peau, on peut l'imaginer comme un cristal. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement faite pour répondre à des fonctions vitales, physiologiques, mais c'est surtout aussi un organe qui va participer à la vie de tous les jours, dans le frottement, dans la perception des objets. Et on va voir, dans le vieillissement, il y a un tissu extraordinaire que nous possédons, qui s'appelle le fascia. Ce tissu, c'est comme un film alimentaire. Il soutient tous les organes, de la tête aux pieds jusqu'à nos méninges, et leur donne une capacité de sentir sensoriellement le milieu extérieur. Donc, je terminerai par ces exemples-là, mais sachez-le, la tribologie, elle est applicable à tout ce qu'on fait depuis notre naissance jusqu'au dernier jour, puisqu'elle va aborder des sujets très concrets et qui sont vitaux aujourd'hui avec le changement climatique, avec l'énergie qui devient de plus en plus difficile à acquérir, etc. Et on peut même expliquer un tremblement de terre par la tribologie. Alors, la tribologie, elle vient du mot grec tribos, c'est-à-dire étude du frottement. Mais elle ne s'arrête pas uniquement au frottement. C'est le frottement. Qu'est-ce que c'est que l'usure des matériaux? Qu'est-ce que c'est que la lubrification? Pourquoi on lubrifie dans l'industrie? Il faut savoir que depuis l'Antiquité, l'homme, il a toujours cherché à déplacer des objets très lourds. Et il a été obligé, pour la chasse, pour le déplacement des objets, de trouver toujours des solutions pour déplacer, par exemple, ces objets très lourds. Et depuis l'Antiquité, il a cherché à remplacer le frottement par glissement entre deux surfaces par un frottement par roulement pour faciliter le mouvement. Et c'est pour ça que dès cette période, il y a eu ce qu'on appelle des rouleaux, c'est-à-dire on met un rouleau sous un grand objet et on peut le déplacer avec un moindre effort et moindre frottement. Alors, historiquement, c'est depuis à peu près le XIIIe siècle que cette science, qui n'était pas une science, c'est une façon de vivre, puisqu'il faut trouver des solutions tous les jours qui sont vitales pour se nourrir, pour chasser, pour fabriquer des objets qui coupent. Parce que la coupe, on le verra tout à l'heure, la coupe fait partie aussi des outils fondamentaux
pour préparer des objets. Il y a un lien que je peux faire rapidement avec les archéologues. Les archéologues utilisent aussi une partie de la tribologie pour expliquer d'où on vient et quelles sont les traces. Parce que tout archéologue qui se respecte, ce sont les traces qui lui permettent de dater un objet et son utilisation. Or, en tribologie, le lien qu'on a avec les archéologues, c'est cette notion de trace, puisque même aujourd'hui, on met en doute la chronologie d'où on vient. Mais chaque jour, chaque saison, chaque année, il y a des découvertes par les archéologues qui arrivent à faire avancer leur science en étudiant les traces, qu'on appelle les traces d'usure. Donc la tribologie, c'est la science du frottement. Comment le minimiser, ça c'est une problématique industrielle majeure, parce que non seulement le minimiser, mais avec aujourd'hui une couche supplémentaire, c'est comment le minimiser tout en restant avec une énergie verte. Puisqu'on utilise beaucoup de lubrifiants, les lubrifiants viennent du pétrole, malheureusement. Il y a plein d'additifs dans ces lubrifiants et ils émettent des particules nocives à notre corps humain. Fait aujourd'hui, vous voyez la bataille pour changer les moteurs thermiques en moteurs électriques, pour minimiser aussi la pollution de l'homme de tous les jours, que ce soit sur terre ou sur mer. Tous ces problèmes-là sont liés au mouvement. Alors imaginez une seconde, s'il n'y a pas de frottement, on glisserait tous les jours. C'est pas rigolo, hein. Vous glissez, mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Or, le frottement, c'est ça, il empêche le mouvement. Alors, deux compétitions, en ce moment, il y a le ski de descente, etc. C'est une tribologie de la glisse. Comment préparer les skis pour gagner des millièmes de seconde. Ça fait partie aussi de la tribologie. Au niveau, par exemple, la Formule 1, etc., c'est aussi de la tribologie, mais un pneu qui roule sur une surface. Toute cette science-là, on la doit à Leonardo de Vinci. Leonardo de Vinci n'était pas uniquement un peintre, mais c'est le plus grand tribologue du monde qui a inventé pratiquement tous les outils qui bougent. Et on lui doit, par exemple, cette notion de rouleau, puisqu'il a inventé plusieurs machines pour la guerre, malheureusement, mais aussi pour, par exemple, le textile. Il a inventé des machines extraordinaires en apportant des solutions avec le moindre frottement. Et d'ailleurs, les billes de roulement qu'on utilise aujourd'hui dans l'industrie datent de cette époque-là. Ce sont des découvertes à l'époque des Assyriens, des Égyptiens, etc. Après, on a eu donc au XVIe siècle et au XVIIe des noms très connus. La génération de l'université connaissent ce que c'est Coulomb. Le frottement de Coulomb, c'est un grand savant qui a fait avancer la science du frottement, comment mesurer le frottement. Or, de manière générale, très, très macroscopique, le frottement, si je le rapporte à l'homme, c'est la force normale, donc votre poids, divisé, la force de frottement divisée par votre poids, qui donne un coefficient qu'on appelle le coefficient de frottement. Mais dit comme ça ne parle pas de manière forte sur la possibilité de le réduire, de dissiper moins d'énergie et moins d'usure. Vous voyez, j'ai utilisé plusieurs mots qui ont leur sens. Or, dans notre activité de tous les jours, on essaie d'apporter de nouvelles solutions, non seulement pour minimiser le frottement, mais pour protéger les matériaux, parce que faut savoir que l'usure est une thématique, si je la rapporte à la santé de l'homme, c'est comme si on avait le cancer. L'usure est un phénomène très important dans notre société parce que on use énormément les matériaux par frottement
Et l'ingénieur ou le chercheur, il cherche toujours des matériaux qu'on va protéger pour leur garantir une durée de vie plus importante. Donc il y a plusieurs disciplines dans cette tribologie, vous l'avez compris. Elle crée énormément de métiers nouveaux, notamment aujourd'hui dans les moteurs électriques. On change quand même de raisonnement pour apporter des solutions techniques qui polluent moins et qui coûtent moins cher. C'est très important le deuxième point. Ceci va amener d'autres problèmes en tribologie, puisque en fait, je ne sais pas si vous avez des voitures électriques, il y a moins de bruit quand vous êtes dans une voiture électrique. Vous écoutez tout le bruit externe. Or, le bruit fait partie de la tribologie. Quand on frotte, ou quand vous touchez un objet, vous entendez un bruit. On appelle ça le bruit de frottement. Alors, des fois, il est nocif, mais des fois, il est utile. Parce que le bruit, ça nous donne un équilibre par rapport au milieu extérieur. Et ça développe beaucoup de capacités auditives, etc. Ce qui fait que, par exemple, dans la tribologie, il y a cette discipline du bruit. Quand j'arriverai à la pause, je vous parlerai d'une machine qu'on a inventée qui mesure le bruit. Et d'ailleurs, c'est très difficile d'écouter le silence. Le silence, c'est énorme. Donc le bruit peut être aussi un outil de physique pour apprécier le frottement, apprécier l'énergie dissipée par frottement, etc. Alors, je donne quelques exemples d'industries. Vous avez une industrie qui consomme beaucoup de tribologie, c'est l'industrie automobile. Après, vous avez tout ce qui peut être aérien, tout ce qui bouge en général, donc frottement entre deux solides, devient un problème à résoudre. Alors, un deuxième point qui est très important dans cette discipline, ce sont les surfaces. Or, vous le savez, vous faites tous la vaisselle, vous avez beaucoup d'expériences, sans le faire exprès, d'apprécier la qualité tactile d'une surface. Est-ce qu'elle est douce, pas douce, un textile par exemple, du verre, des assiettes, etc. Donc tout ça, c'est aussi des domaines de tribologie, comment rendre une surface très agréable au toucher. Ce qui m'amène à parler de, maintenant, si on fait le lien avec ce que ça vous apporte tous les jours, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça pour l'homme? On a commencé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, à parler comment réparer l'homme. Comment réparer l'homme, c'est tout un sujet d'actualité, puisque l'espérance de vie augmente. Mais il faut qu'on arrive à la vivre correctement. Comment donner du confort et apporter un climat agréable en vieillissant. Si je ramène ça donc à l'homme, c'est vous entendez parler par exemple d'imprimantes 3D des objets. Par exemple aujourd'hui en industrie, on imprime pratiquement même des maisons aujourd'hui. On imprime une maison avec des matériaux, etc. Et bien chez l'homme, on commence à imprimer des organes. Par exemple, on peut pratiquement aujourd'hui faire une implantation d'une peau artificielle pour cicatriser à un grand brûlé. On peut changer un organe par ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire. C'est comme l'imprimante qu'on utilise pour les objets, mais c'est des cellules humaines qu'on prend chez le sujet et on va imprimer un objet en 3D. Ça, c'est le premier point très important pour réparer l'homme, puisque il y a pas mal de recherches aujourd'hui au niveau mondial qui utilisent cette science de remplacer des objets vivants par vos cellules qu'on va mettre dans un bioréacteur et on va fabriquer un organe. Réparer l'homme, c'est aussi utiliser des matériaux compatibles qui peuvent être utilisés, par exemple une prothèse de hanche. Aujourd'hui, quand on implante une prothèse, elle a une durée de vie de l'ordre de 7 ans.
On essaye de doubler la durée de vie pour justement par le frottement et par l'usure, la prothèse, elle devient non fonctionnelle au bout de 7 ans. On peut réparer l'homme, par exemple, par tout ce qu'on peut apporter en termes de communication au niveau cellulaire pour des maladies rares. D'ailleurs, le Téléthon, quand vous voyez un peu les progrès qui sont faits là-dedans, c'est énorme par rapport à la problématique de l'homme. Donc, si je reviens sur l'homme, si je prends la peau comme exemple, je disais tout à l'heure que la peau, ce n'est pas uniquement un organe physiologique, c'est aussi une quantité énorme de cellules sensorielles, puisque la capacité tactile qu'a l'homme, l'animal aussi, est énorme à cause justement de ce qu'on peut appeler un tissu conjonctif. Alors le tissu conjonctif, c'est un tissu dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vient donner un soutien mécanique à tous les organes humains, des pieds à la tête. C'est ce qu'on appelle le fascia. Alors, si vous avez le temps d'aller sur Google et vous tapez fascia, vous allez trouver plein de vidéos très intéressantes. Ceux qui connaissent le mieux aussi, c'est les gens qui font du yoga, parce qu'on réveille ce tissu par contact et frottement. Il y a une propriété très importante qu'on appelle la transduction. Alors, j'ai prononcé le mot, mais je vais essayer de l'expliquer pour qu'il soit facile à comprendre. En fait, il y a des matériaux, quand vous leur appliquez une force, ils vont développer une tension électrique. À l'inverse, on peut leur appliquer une tension électrique, ils vont développer une force. Notre peau, elle fonctionne comme ça. Quand vous la touchez, donc par contact, ou vous frottez avec la peau, vous allez stimuler ce qu'on appelle donc la transduction. Elle va se transformer en un signal neurologique qui va aller jusqu'au cerveau. Il y a des cellules spécialisées donc sensorielles. Par frottement, elles vont changer de polarité électrique. Et c'est ça qui fait qu'on développe un signal neurologique. Ce qui fait que tous les objets qu'on fabrique aujourd'hui, on fait attention à la famille de personnes, selon leur âge, comment ils vont le percevoir, parce que c'est une propriété qu'on perd progressivement en vieillissant. D'où le problème du vieillissement. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'aptitudes physiologiques que perdent nos organes en vieillissant. Et réparer l'homme, c'est aussi réparer ce fléau donc, du vieillissement qui est naturel et donner à notre corps humain la possibilité, comme un véhicule, de pouvoir changer de temps en temps des pièces. Or, ces pièces, ce sont des organes. On est très content aujourd'hui si on peut changer un foie avec un foie qu'on a imprimé par vos cellules, mais qui sont des cellules saines pour justement vous soulager d'une telle pathologie. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a une découverte aux États-Unis où, et ça c'est une vraie découverte, pour le problème d'Alzheimer, qui est quand même un fléau, où on peut, au niveau du cerveau, en le détectant un peu tôt, de pouvoir actionner une partie du cerveau pour qu'on arrête la progression de la maladie et surtout la partie où il y a la mémoire, parce que les gens qui sont atteints de cette pathologie, progressivement, ils perdent la zone où il y a la mémoire. Et cette découverte, elle va apporter énormément de solutions pour l'Alzheimer et pour le Parkinson. Parce qu'on a compris un peu où ça se situe au niveau cellulaire et comment on peut apporter des solutions sur ce genre de pathologie. Réparer l'homme aussi, c'est pouvoir s'attaquer à des maladies dégénératives ou des maladies rares en apportant des solutions mécaniques, tribologiques, etc. Donc, ce qu'il faut retenir de cette partie-là, c'est l'organe majeur qui va être stimulé par contact et frottement, c'est ce fascia-là. Alors, actuellement, on travaille sur un sujet, notamment pour les personnes âgées, qui perdent l'équilibre.
Et pour pouvoir leur apporter une petite thérapie, donc on fabrique des semelles avec des petites sphères qui viennent masser le fascia plantaire, donc sur la plante des pieds. Et en massant ce fascia, on va réveiller un peu le système nerveux et surtout la posture. C'est-à-dire on améliore la façon d'être debout et on tombe beaucoup moins. Parce que les gens âgés, d'un certain âge, des fois, ils perdent l'équilibre assez rapidement. Et le fait de pouvoir agir sur le fascia, voilà un exemple de réparer l'homme, c'est de pouvoir réparer le fascia qui soutient ses organes et qui transporte l'information jusqu'au cerveau. Donc voilà quelques exemples simples. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et ce qui serait bien, c'est qu'on échange après par rapport à ce que je viens de dire. Voilà, merci de votre écoute. Alors, règle du jeu, parce qu'on enregistre la soirée. Donc, je vous demanderai vraiment de réclamer le micro et de parler dans le micro pour poser vos questions. Donc, la parole circule. Si vous avez des questions. Moi, j'en aurai une première. Il faut bien ouvrir le feu. Tout à l'heure, tu as dit que les prothèses de hanche, par exemple, puisqu'on a un ami qui vient de se faire opérer, et elles ont une durée de vie de l'ordre de 7 ans. Nos hanches, elles durent 80 ans. Et pourtant, on parle de matériaux comme du titane, comme des trucs. Donc on peut se poser la question, comment se fait-il, alors c'est peut-être pas ta spécialité, mais comment se fait-il qu'avec les matériaux qui sont réputés être d'une dureté, d'une solidité extraordinaire, on ne tient que 7 ans, là où un être humain normal pourrait tenir 80, 90 ans quand tout va bien, et parfois moins, hélas. Très bonne question. Mais je peux répondre. Faut savoir que dans les articulations, dans toutes les zones où il y a contact, on a deux choses. Il y a une espèce de cartilage et il y a surtout l'acide hyaluronique, qui est un lubrifiant extraordinaire, qui facilite tous les mouvements qu'on fait depuis la naissance, que ce soit au niveau des mains, des articulations. D'ailleurs, les gens qui souffrent de l'arthrose, on en voit un petit peu, donc on les pique avec de l'acide hyaluronique. Si tu parlais de matériaux, ils s'usent rapidement à cause de ça. C'est-à-dire que l'acide hyaluronique naturel, dans ces zones-là, ces gens ont une vraie avarie de lubrification. Ce qui fait que la prothèse, elle est très sollicitée et elle ne fonctionne pas normalement. C'est-à-dire qu'elle fonctionne dans un milieu très sévère à cause justement du manque d'acide hyaluronique. Quand on a détourné, maintenant on le met pour plein de trucs au niveau esthétique, etc. Mais sa fonction très importante, c'est la lubrification. Oui, madame. Merci. Je voulais comprendre comment, quand on a une prothèse au genou ou à la hanche, comment est stimulé le lubrifiant, en fait. Je parlais d'acide hyaluronique, mais en fait, la stimulation monte au cerveau. Et comment elle se passe à partir du moment où on a une prothèse. C'est pas la même chose. Là, on est dans la douleur, hein. On n'est pas dans le toucher agréable. En général, l'acide hyaluronique, quand il est de bonne qualité, il a une certaine épaisseur. Cette épaisseur interdit le contact entre la prothèse et l'os, par exemple. Quand il arrive à maintenir cette épaisseur tout le temps, il y a toujours une séparation, et donc il y a la prothèse, et puis il y a l'os, puis au milieu, il y a ce lubrifiant. Plus il va perdre en épaisseur, plus les choses vont commencer à se sentir au niveau contact entre la prothèse et l'os, et c'est ça qui fait
monter la douleur, et notamment par l'excitation de cellules nerveuses. Voilà. Au sujet des prothèses, bon, personnellement j'en ai deux, j'étais sportif. Je me suis aperçu qu'en faisant des exercices régulièrement pour faire travailler les jambes musculairement, j'allégeais le travail de mes articulations. Et j'ai une prothèse qui est maintenant âgée de 20 ans et je n'ai pas de souci de ce côté-là. La tendance actuelle est de faire, pour les gens qui ont des prothèses, qui ont été opérés pour des prothèses, de ne pas faire d'exercice. Il y a très très peu de rééducation dans certains établissements. Et je pense que c'est une erreur. C'est la combinaison des deux, le travail musculaire et une bonne opération avec une prothèse, ça permet de durer beaucoup plus longtemps. Voilà. Et ne pas grossir. Voilà. Alors, je m'attendais à ce que vous parliez à propos de la dermatologie et de la tribologie. Est-ce que vous parliez justement des effets de frottement sur la peau pour, par exemple, gommer les imperfections de la peau et notamment les cicatrices? Vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Alors, la cicatrice, c'est un autre problème. Alors, par contre, je ne suis pas rentré dans les détails tout à l'heure quand je parlais de la peau. Donc, la peau est une structure à 3 niveaux. Il y a l'épiderme, qui est la surface externe. Elle contient d'ailleurs une petite couche qui est très très mince. Et c'est elle qui nous protège beaucoup de bactéries. Elle ne laisse pas passer n'importe quoi. Et elle maintient notre température à la température qu'on a habituellement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le derme. Il contient les fibres de collagène et d'élastique. Le moteur d'une cicatrisation, il faut stimuler donc, ce qu'on appelle l'araignée de notre corps humain, qui est le fibroblast, pour qu'il fabrique des fibres de collagène. Alors, il y a 2 choses qu'on peut faire pour accélérer une cicatrisation. C'est du massage. Donc l'effet mécanique va induire une stimulation de ces fibres de collagène qui vont améliorer la tension mécanique. D'ailleurs, à ce titre-là, on a un projet avec le service de dermatologie de Saint-Étienne pour masser les cicatrices, surtout des grosses cicatrices, à travers le pansement par une pression d'air qui permet justement d'améliorer la cicatrisation. Ce que vous dites est vrai. On fait du gommage, on fait beaucoup de transformations par contact et frottement pour oxygéner un peu la peau et stimuler les fibres de collagène et rendre la tension mécanique progressivement comme la peau était avant incision. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai appelé la transduction. Un massage mécanique va transformer et envoyer des signaux au cerveau qui, lui, par retour, il a reçu le signal et il va aider le fibroblast à fabriquer du collagène. C'est une boucle fermée. Je me suis mal exprimé sans doute. Quand on a une cicatrice, certaines cicatrices font un bourrelet cicatriciel qui est assez disgracieux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi voilà. Alors, est-ce que la tribologie peut avoir quelque chose à voir? Parce que moi, j'en suis resté aux crèmes. Il y a 2 réponses. Il y a une réponse clinique. Quand on a fait une cicatrice comme ça avec un bourrelet, c'est qu'on n'a pas bien travaillé. Alors, non, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous regardez notre peau, vous voyez des lignes. Dans tout notre corps humain, on a des lignes, ce qu'on appelle des lignes de tension. Ces lignes de tension dépendent des zones où elles se trouvent, etc. D'ailleurs, paradoxalement, au visage, on cicatrise très très bien.
par rapport aux autres zones. Le chirurgien, avant l'incision, il va chercher une direction où ces lignes de tension est majoritaire pour ouvrir parallèle à ces lignes de tension. Quand il rate cet angle, la peau ne se referme pas de manière correcte. Elle tire un peu, la cicatrice est très tendue à certains endroits, voire inflammatoire. Et ça, c'est déjà un problème au niveau clinique. Alors, comment on fait aujourd'hui ? On va essayer de répartir ces forces de tension différemment par des pansements qui ne tirent pas de la même façon dans toutes les directions. Et c'est comme ça qu'on répare. On doit porter ces pansements un certain temps pour améliorer, pour équilibrer la tension mécanique et enlever cet aspect inflammatoire. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans la chirurgie esthétique. Moi, j'aimerais poser une question qui est assez personnelle. C'est que tu as un parcours étudiant plutôt en physique. Et qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur la peau, sur les organes humains ? Alors, c'est une longue histoire. La dame, elle parle de cicatrisation. Je crois que quand j'ai commencé à comprendre que tout notre système de l'homme au niveau organe est fibrillaire. Nous sommes pratiquement un réseau de fibres des pieds à la tête. Et ce réseau de fibres, on le retrouve même au cerveau. Tout à l'heure, je parlais d'Alzheimer, etc. Et le fait que ce réseau fibrillaire impose une certaine tension mécanique. Aujourd'hui, par exemple, quand on a mal à la tête des fois, ce n'est pas uniquement du stress, etc. Il y a aussi une tension mécanique, quelque part, qui n'est pas équilibrée. Ce qui fait que, en s'intéressant à la peau, on s'intéresse pratiquement à tous les systèmes de notre corps humain par le biais de ces fibres de collagène et d'élastine qui sont des protéines extraordinaires. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de notre araignée du corps humain, c'est le fibroblaste. C'est lui qui gère tout ce système-là. Et tout est minuté par rapport à notre âge et comment on vieillit. En fait, le vieillissement, ce n'est rien d'autre que la perte de tension des fibres. C'est pour ça qu'on commence à avoir des rides, etc. C'est qu'à un moment donné, les fibres ne sont plus tendues. Elles se relâchent et en se relâchant, on leur retrouve. Quand vous voyez quelqu'un avec des rides, il n'y a pas que des rides. Par exemple, ça c'est terrible. Le type de collagène de la peau est le même que celui de l'os. Ça veut dire quelqu'un sur qui on voit des rides, le collagène de l'os est relâché aussi. Et pour plein d'autres organes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qui m'a rapproché de la peau, c'est la mécanique un peu particulière, qui se vérifie aujourd'hui dans pratiquement tous les organes. Si on arrive à maîtriser comment ils vieillissent, on leur donne la possibilité de mieux vieillir. C'est la mécanique qui le fait. Aujourd'hui, quand on fait des injections, par exemple, en fait, on ne stimule pas le collagène. On augmente le volume. Mais le collagène ne bouge pas. Par contre, dans la nature, il y a des produits alimentaires qui stimulent le collagène et qui améliorent même sa vie dans la matrice extracellulaire, etc. Donc finalement, c'est une science de la vie, la peau. Et si on comprend comment elle vieillit, on comprend comment vieillissent les autres organes par ce modèle fibrillaire. D'ailleurs, je suis toujours en conflit avec ma femme, qui est dermatologue, qui ne croit pas du tout à ce que je dis.
disais que je suis toujours en conflit avec ma femme qui est dermato. Je ne comprends pas. Justement, ma Comprends question, pas. c'était est-ce qu'il y a des cours de tribologie à la faculté de médecine? Oui, j'en ai fait à Paris, à Lyon, et j'en fais dans le cours de master. Et là où je suis pratiquement en phase avec ma femme, c'est sur la cicatrisation. C'est le seul truc sur lequel on est d'accord. Cicatrisation. Pardon. C'est quoi vos sujets de désaccord, justement? Bah, elle, quand je dis que nous sommes un système fibrillaire, elle ne comprend pas. Alors que c'est vrai. Et en plus, elle n'est pas là, alors je peux dire ce que je veux. Non, la personne avec qui je suis vraiment en phase au niveau de la conception, c'est un chirurgien de la main à Bordeaux. Je pense qu'il est en retraite maintenant. Et c'est lui qui m'a conforté dans ce que je dis. Il a, en opérant quelqu'un du tendon, il a bricolé une petite caméra où il a regardé à l'intérieur comment il va pratiquement lui remettre un nouveau tendon moellant et comment c'est comme s'il allait le souder avec le reste du tendon. Et ce qu'il montre par cette caméra, c'est extraordinaire. La forêt amazonienne de fibres de collagène et d'élastine qui baigne dans un milieu liquide. Mais quand on voit ça, on devient petit d'abord. Parce que c'est énormément complexe. Je ne crois pas qu'il y aurait une modélisation un jour de ce système parce qu'il est hyper compliqué. Tout glisse, mais de manière organisée et chaque zone fait le travail qu'elle doit faire naturellement. Et quand je l'ai montré à ma femme, elle me dit « Ouais, mais ça, c'est la merde. » Donc, si vous tapez fascia, vous allez tomber sur cette vidéo où il y a beaucoup de chercheurs dans le monde qui parlent du fascia et comment on peut se maintenir en forme jusqu'à des âges très avancés en travaillant son fascia. Les gens qui font du yoga connaissent très très bien le fascia et la médecine chinoise connaît tous les endroits où on trouve les zones de conflit dans le fascia. Je me demande si la tribologie étudie aussi tout ce qui intervient au niveau de la communication entre les êtres, le pot à pot, toutes ces choses-là. Le moi-pot, oui. Bah Vraiment, oui, mais... Le seul truc que je ne sais pas expliquer, c'est l'effet des caresses. Quand vous êtes en contact avec quelqu'un, il y a des choses, par exemple, les gens chatouilleux. Comment on l'explique? Il y a un début d'explication sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le geste du contact avec le frottement. Moi, quand je le fais, je ne suis pas chatouilleux, mais quelqu'un me fait ça, je suis chatouilleux. Et déjà, le contact qui n'est pas le même. Mais ce contact-là, il se transforme. Il va stimuler des cellules nerveuses qui vous rendent ce geste désagréable, mais que vous ne supportez pas. La nature est très complexe. Le chatouille, par exemple, c'est la chair de poule. Sans vous toucher, vous pouvez avoir la chair de poule par émotion. Ça veut dire que le système nerveux, il transmet rapidement des informations où il y a le retour du cerveau qui fait que quand vous rougissez, par exemple, vous voyez, c'est une émotion qui fait augmenter le rythme cardiaque, la circulation sanguine, et on le voit rapidement sur votre visage au niveau émotion. Il y a plein de trucs comme ça. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, vous regardez quelque chose et tout d'un coup vous sentez comme des vibrations, quelqu'un qui vous regarde. Ça m'est souvent arrivé. Hein.
Et bien ça, c'est notre peau qui est hypersensible aux vibrations. Voilà. Le système vibratoire. Alors, Quand on parle de l'aura, on a comme des ondes autour de nous. Donc, est-ce que c'est la peau Alors, ou est-ce que c'est... non. C'est la peau. Juste en dessous de l'épiderme, il y a 2 cellules nerveuses très très connues qui sont Merkel et Messner, qui sont très sensibles au contact statique. Vous touchez la peau comme ça. Et 2 autres cellules en dessous, plus loin, qui sont très sensibles comment vous étirez la peau et comment vous la faites vibrer. Et ça, on l'a pratiquement partout. Oui, mais vous parliez d'un regard, non? Vous parliez pas d'un regard Tout à l'heure, oui. Quand on alors, a cette sensation, parce que j'ai qu'on compris, est moi, regardé. quelqu'un qu'on est Voilà, qu'on a regardé, cette sensation d'être regardé. c'est pas du toucher, c'est pas, Non. c'est pas physique. Il y a une vibration Voilà, c'est de vibratoire. faible amplitude, mais avec Oui. une grande fréquence, que votre peau ressent. D'accord. Vous sentez que quelqu'un vous regarde et effectivement, quand vous vous tournez, il vous regarde. Donc, Oui. ces vibrations-là, votre peau, elle est hypersensible. Ces vibrations, elles vont toucher la peau. Absolument. Ok, d'accord. Alors, Mais on n'a ceux- pas ceux tous qui la ont- même sensibilité, par contre. Ceux qui ont une grande sensibilité, C'est on ça. appelle les infrasons, c'est les éléphants. Ah oui. Ils sont hypersensibles à des vibrations très lointaines. D'ailleurs, quand il y a un tremblement de terre qui arrive, il est loin, très très loin. Oui. Le premier signe, c'est les animaux qui commencent à se sauver grâce à ces capteurs de vibration. D'accord. Ok, Voilà. très bien. Juste avant l'interlude. Alors, indépendamment du fait qu'il paraît évident que c'est pas bon de vieillir, Oh, si. enfin, franchement, là, c'était pas encourageant. Indépendamment du fait que c'est pas bon de vieillir. Si, il faut vieillir en bonne santé. Oui, mais la question que tu sembles poser et qu'on peut se poser, c'est quelle est comment on fait la distinction entre les aspects physiologiques et les aspects psychologiques. Parce que par exemple, la chatouille, typiquement, les personnes ressentent la même chose, mais c'est le traitement qu'ont fait leur cerveau qui différencie. Absolument. Donc visiblement, tout est plutôt un problème de traitement de l'information Je suis d'accord. plus que la mécanique proprement dite. Non, la mécanique stimule, elle provoque. Le reste, c'est le système qui le fait. Mais avec l'écologie, quelle est la marge de manœuvre pour qu'on utilise moins d'énergie dans les frottements, pour les voitures, pour... Alors, c'est un vaste sujet très, 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 très important et très compliqué. Minimiser le frottement commence à la conception. Quand on veut développer un nouveau produit, qu'il soit pneumatique, qu'il soit une pièce mécanique, l'environnement dans lequel va vivre cette pièce, etc., on doit optimiser tout ce qui va minimiser le frottement. Sa rugosité, choix du matériau, choix du revêtement, choix du lubrifiant. Tout ça rentre dans un système de conception qui, dès le début, on se donne comme objectif de vaincre même 10%. C'est important. 10% dans un phénomène comme ça, 10% par-ci, 10% par-là. À la sortie, on a moins gaspillé d'énergie par frottement. Alors, la mutation que nous, on est en train de vivre aujourd'hui, c'est est-ce que la solution électrique va nous protéger pendant longtemps? Puisque aujourd'hui, on change donc de moteur thermique, il y a moins de particules, mais ces batteries, par exemple, si je prends que les batteries, à un moment donné, ça va être un problème. Il faut bien trouver la matière pour fabriquer
Prenons l'hydrogène, pareil. Je pense que si aujourd'hui tout le monde est conscient de l'enjeu, ça commence par le tri chez soi déjà, et le choix des moyens pour se déplacer, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, comme depuis le Covid, on a appris par exemple à moins voyager, très loin, à faire des réunions en visioconférence, on ne se déplace pas, donc on ne prend pas sa voiture pour aller à Lyon pour faire une réunion. Et on commence à nous encourager pour les vélos. Ça, c'est bien pour la santé et pour l'économie aussi des moyens de déplacement. Parce que le mot d'ordre, c'est mobilité décarbonée. C'est ça le mot. Mais c'est le rôle de chacun de nous. Ce n'est pas uniquement Peugeot, Renault, etc. C'est aujourd'hui un débat de société et une conscience de tout ce qui peut polluer, de tout ce qui peut être à l'encontre des nouvelles énergies. Donc je vous dirais humblement que c'est la responsabilité de chacun. Et je pense que l'enjeu des prochaines années, ça va être justement deux problèmes, l'eau et l'énergie propre. Parce que l'eau, ça va être un sacré problème. Hein. Ça commence déjà. Hein. Oui, on peut remarquer qu'on peut supprimer complètement le frottement d'ailleurs, hein, mais pas à coût zéro. Non. Par exemple, la sustentation électromagnétique, il n'y a plus rien qui frotte, il n'y a pas d'effort, mais il faut une énergie électrique pour faire décoller les... Exactement, tout à fait. D'autres questions ? Moi, tout bêtement, on entend, il suffit d'ouvrir un magazine, n'importe quel journal, et il y a plein de crèmes anti-rides, au collagène et tout. Est-ce que ça sert à quelque chose, après vous avoir entendu ? Alors, je suis très partagé dans la réponse, mais parce que je travaille beaucoup avec ces gens-là. Un cosmétique, il est conçu pour aller jusqu'à une certaine profondeur qui est très très forte. Qui est l'épiderme. En général, ça dépasse un peu. C'est pas un miracle. C'est un produit qui va un petit peu stimuler un tout petit peu le collagène. Il va fabriquer du collagène. Et il est à durée limitée. C'est-à-dire si vous arrêtez de mettre le produit, vous retrouvez le même problème. Donc je dirais, ça ne peut pas faire de mal, mais il ne faut pas habituer la peau très jeune à ces produits. Parce qu'en fait, plus vous mettez des produits, plus votre peau va en demander. C'est comme le sel et le sucre. Hein. C'est pareil. Donc, je pense, d'ailleurs, ça a commencé même maintenant pour les gens de la cosmétique, parce qu'il y a aussi le problème d'un certain nombre de produits qui viennent du pétrole. Le parabène, par exemple, on l'a supprimé de pas mal de produits. Et on commence à développer des petits systèmes de massage avec un produit cosmétique. C'est-à-dire on stimule la peau et on met un produit qui va améliorer un petit peu les choses. Mais il y a une stimulation mécanique. On a testé il n'y a pas longtemps un produit avec du massage, ça marche super bien. Le problème, c'est que quand vous arrêtez, au bout d'une semaine, la peau elle commence à retrouver sa nature. Le massage a un rôle hyper important par contre. Le massage et le yoga. Hein. À la fois pour notre système fibrillaire, mais pour le système nerveux aussi. Oui, et tout à l'heure, tu disais, oui, comment ça se fait que tu travailles sur la peau. Il y avait
une question qui m'a toujours interloqué. Pourquoi on a la peau plissée? Ah bah si. Thierry, non mais... Eh ben, c'est l'action des fibres de collagène de dessous qui maintiennent la peau, qui donne cette trace de tension mécanique. Et c'est pour ça que quand il se relâche, ces petits plis deviennent des rides. Ça marche pas ton truc, puisque tu as fait ça, tu avais 30 ans. Oui. Tu pouvais pas t'intéresser aux rides. Ah si, la question, elle était toute bête. Et c'était un élève qui m'a posé la question. Il m'a dit, oui, mais la peau, elle est rugueuse. Je dis, ben, oui et non. Il me dit, si, elle est rugueuse, puisqu'on voit des plis. Et pourquoi on voit des plis? D'où ils viennent? Alors, ce qui est quand même extraordinaire, et ça, c'est la magie de comment on est, l'homme, comment il est fait. Si tu prends l'orientation de ces lignes, l'avant-bras droit, tu as les lignes qui sont à peu près à 45 degrés. Si tu prends la main gauche, les lignes sont à 135 degrés. Et elles sont symétriques. Pourquoi? Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mauvaises cicatrices. Quand tu n'ouvres pas la peau dans la direction, c'est comme en RDM, les directions principales. Dans la direction principale, tu crées un désordre de force de tension. Et la cicatrice, elle est tendue et elle peut être inflammatoire, même voire très tendue. Donc ça veut dire que c'est vraiment un système mécanique très particulier. Alors pour rassurer tout le monde, la RDM, c'est la résistance des matériaux. Ça, c'est un petit clin d'œil entre mécaniciens et voilà. Donc c'est bon. Mais le... Ce qui est très dur à opérer, c'est le dos. Le dos, on a des grandes lignes courbes. C'est très difficile de repérer la direction principale. Donc ils y vont par expérience. Ceci étant, l'orientation fibre, elle est relativement récente, ton approche. Celui qui a découvert ça, c'est M. Langer au XVIIIe siècle. D'ailleurs, on appelle ça les lignes de Langer en chirurgie, où il s'entraînait sur des cadavres. Et il a remarqué, quand il fait, ils appelaient ça un punch, quand il prélevait un cercle, dès qu'il prélève la peau, elle devient plus circulaire, elle devient elliptique. Et elle suit l'orientation des lignes. Et c'est là où il a découvert qu'il y a de la tension mécanique dans la peau. Et que pour ouvrir et fermer, il faut respecter la direction des lignes de tension. Dans les chirurgies esthétiques, c'est ce qu'on fait. Hein. On équilibre avec des pansements pendant 15 jours, où on essaye de rattraper le jeu des forces de tension. D'ailleurs, ce n'est pas toujours bien réussi. Hein. Il y en a qui dorment les yeux ouverts. Hein. Si, je t'assure. Les 3 premières semaines, avant l'équilibre, ben, tout est déformé. T'as pas regardé Sheila dernièrement? Non mais... Et ça te fait penser aux gens qui dorment les yeux ouverts. Oui. Les 3 premières semaines, avant qu'il y ait l'équilibre, ben, ça tire de tous les côtés, les yeux sont ouverts, alors la personne elle dort. Hein. Du coup, non seulement il ne faut pas vieillir, mais en plus il faut éviter la chirurgie esthétique. Non.
comment bien vieillir. C'est ça. Pour les migraineux, est-ce qu'il y a vraiment des recherches pour le moment? Parce qu'il y a surtout des traitements par médicaments. Pour l'instant, il n'y a que des médicaments qui soulagent un peu la douleur, parce que là, on est dans la douleur. La migraine, c'est un problème quand même très compliqué, parce que on n'est pas tous égaux devant la migraine. Il y a des gens, moi Michel, il le connaît, Jean-Michel, quand il a la migraine, il disparaît pendant 48 heures. Hein. Oui, c'est très handicapant. Ouais. Donc, ça dépasse complètement la connaissance qu'on a. Lui, il a fait des recherches. Comment ça se fait qu'il a cette sensation de migraine épisodiquement? Et un jour, c'est pas subjectif ce que je vais dire. Hein. Il était chez sa belle-mère et en revenant donc de chez sa belle-mère, au bout de 24 heures, il a eu des migraines. Et il a fait un travail sur lui pour savoir qu'est-ce qu'il a mangé. Et c'était des noix dans une salade. Et depuis, il ne mange plus de noix. Il n'a plus de migraine. Vous voyez, il n'y a pas de science exacte pour ça. Hein. Mais par contre, il faut faire un travail sur soi. Pourquoi j'ai mal? Et qu'est-ce que j'ai mangé avant? Qu'est-ce que j'ai bu? Etc. etc. Moi, j'aurais juste une dernière question. Ah bah, il n'y aura pas de dernière. On va parler non, mais moi, j'aurais juste une dernière question. Vas-y. Et je suis pour la paix des ménages, hein, donc je ne voudrais pas te fâcher avec l'ensemble des dermatologues. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est comment il peut y avoir un désaccord. Parce que, a priori, tu as un raisonnement qui est lié à des constatations d'ordre technique ou scientifique. Donc, a priori, je ne comprends pas comment, conceptuellement, on peut avoir un désaccord. Je vais t'expliquer. En médecine, et surtout en dermatologie, on apprend la physiologie des organes. C'est un enseignement qui a existé depuis la nuit des temps. Il n'a pas bougé. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fascia. Le fascia, d'ailleurs, si vous voyez la vidéo, vous allez voir une professeure italienne qui en parle mieux. Le fascia, c'est quand on ouvre la peau, donc il y a comme une graisse qui sort. C'est le fascia superficiel. Les chirurgiens, ils le prennent et ils l'enlèvent et ils le jettent. Toujours. Ça ne les intéresse pas. Alors que, c'est en 2005, où il y a eu le plus grand congrès sur le fascia, qui montre toute l'importance du fascia dans la vie de tous les jours. C'est un tissu qui soutient tous nos organes jusqu'à notre cerveau, jusqu'au méninge. C'est comme un film alimentaire. Il est fibreux, il contient les cellules nerveuses, les cellules de sensorialité. Et la peau, par exemple, c'est le plus grand organe. Tu as des pieds à la tête, du fascia. La thèse qui commence sur l'équilibre des personnes âgées, le moteur de l'étude, c'est comment stimuler le fascia plantaire en marchant. Et cette stimulation mécanique va permettre au fascia de retrouver de la force, de stimuler le fibroblast et fabriquer de nouvelles fibres de collagène et d'élastine. Et c'est une thérapie pour les personnes âgées qui tombent souvent, qui est très importante, grâce à la nouvelle connaissance de ce fascia. Et ne tuez jamais les araignées, d'ailleurs. Ça, c'est un point très important. Notre fibroblast qui fabrique le collagène, il travaille comme l'araignée. Il en fabrique. Alors, s'il en fabrique par excès, ça donne des pathologies rares. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la pathologie de sclérodermie. C'est des gens qui ont la peau un peu cartonnée. Alors, ils ont un fibroblast qui est devenu fou. Il en fabrique pratiquement 10 fois plus qu'il n'en faut. En revanche,
Si vous prenez la pathologie des lèvres dans l'os, ou les gens qui ont une peau hyper élastique, ces gens-là n'ont pas d'élastine. Et ils ont un collagène de mauvaise qualité. Et quand on le voit sur la peau, ça veut dire que notre système cardiovasculaire est atteint, les poumons sont atteints, le foie est atteint, l'os est atteint, etc., etc. Mais alors, ça répond pas tellement à la question, parce que en quoi les médecins sont en désaccord avec... Parce que dans leur formation de médecins, ils n'ont pas eu une formation sur ce que c'est que le fascia. Le fascia était inutile dans cette opération. Or, depuis 2005, le premier congrès, c'était à Boston, où on a déclaré le 80e organe fondamental dans la vie de notre corps, c'est le fascia. C'est valable pour les médecins aussi de découvrir ça. Oui, mais il y en a qui sont en fin de carrière, ils découvrent ça, ils disent oh, c'est bien pour la science. Moi, je voulais que vous nous parliez un petit peu de la maladie du Dupuytren et justement comment on soigne et comment ça se passe justement au niveau de la cicatrisation, etc. Cette maladie, pendant longtemps, elle était considérée comme une maladie sans traitement. Aujourd'hui, ceux qui ont le plus de solutions, c'est la médecine chinoise. Parce que les Chinois, la médecine chinoise, elle est ancienne, mais ils ont pu avoir pratiquement comme une carte géographique de toutes les fibres de notre corps, zone par zone, et ils vont soigner juste là où il y a le problème. Et pour faire ça, il faut beaucoup de connaissances, comment ça se chevauche en fonction des zones et en fonction de l'âge du sujet. Donc, pour l'instant, il n'y a que la médecine chinoise qui a cette compétence-là. Et il y a beaucoup de médecins chinois qui pratiquent cette médecine. C'est super intéressant. Mais malheureusement, dans l'Occident, c'est un peu... Et l'acupuncture aussi, ça peut être une approche intéressante. Absolument. Et le yoga. Les vrais professeurs de yoga, ils connaissent bien comment fonctionne notre corps par rapport au fascia. Si vous avez la possibilité d'en faire, je vous le conseille. Suite à une fracture, je me suis retrouvée immobilisée pendant 45 jours avec interdiction de poser le pied par terre. Donc j'imagine que le fascia, il y a une perturbation grave, importante, qui fait qu'après, au-delà du traumatisme réel, de la fracture, de la pose de la fracture, il y a plein de douleurs qui se réveillent autour d'une cheville. Et on ne vous a pas fait de rééducation? Alors, bien sûr que j'ai fait de la rééducation fonctionnelle, c'est-à-dire pour retrouver mobilité et puis un peu de muscle. N'empêche qu'il y a des douleurs qui n'ont rien à voir avec la zone de fracture, qui restent présentes. Et bon, ce que vous dites, moi je me dis que c'est lié certainement à une perturbation liée à l'immobilité, qui fait que les choses ne circulent pas au bon endroit. Absolument. Vous faites un peu de marche ou non? Un peu, mais elle est douloureuse, quoi. Donc voilà. Et je me dis qu'au fond, la médecine et puis ce qui est proposé répond pas vraiment à ce type. Parce que c'est de la mécanique. C'est pour ça que quand je dis le yoga, c'est le seul sport qui comprend comment fonctionne notre fascia. Et surtout la science de la douleur. Il va justement à cette douleur-là
pour la traiter à cet endroit qui fait mal. Alors, sans m'avancer, je ne connais pas, mais je pense que le massage ne peut faire que du bien. Ça, c'est sûr. Mais je me dis que la médecine chinoise, certainement, Absolument. répondrait beaucoup plus à ce genre de choses. C'est dommage que ce ne soit pas répandu dans les... Le problème, si vous voulez, en France et dans l'Occident de manière générale, le diplôme de médecin, il est réglementé. On ne peut pas s'inventer compétent. Donc, en médecine chinoise, vous avez des gens qui ont hérité ça de père en fils et qui connaissent pratiquement toute la géographie des zones de notre fascia, de notre distribution de collagène, etc. Et quand vous les voyez travailler par des aiguilles, c'est impressionnant. Impressionnant. Bon, je ne peux pas m'en empêcher. En France, puisque ma sœur l'a fait, on peut, la médecine, l'acupuncture, etc., sont considérées comme des spécialités. Donc, on peut faire médecine et ensuite prendre une spécialité, médecine, acupuncture, etc. Donc ça, c'est possible. Mais même en tant qu'acupunctrice, elle est consciente que ça ne marche pas de la même manière avec tout le monde. Et c'est peut-être l'un des problèmes de la discipline médecine, parce que bon, c'est ce que tu sous-entendais un peu, il y a une complexité dans l'organisme qui est très difficile à être prise en compte et qui ne peut pas être facilement modélisée. Et dès l'instant où on ne peut pas modéliser, pour ça que souvent je dis que être scientifique, c'est réducteur, parce que c'est une réduction à ce qu'on peut modéliser. Ce qu'on ne peut pas modéliser, ça devient une discipline, et ces disciplines font qu'on est obligé de tâtonner un peu. Et hélas, je pense que la médecine fait partie de ces disciplines qui ne marchent pas systématiquement, parce que si on pouvait faire une expérimentation simple et mécanique, ce serait quand même plus facile, mais je ne suis pas sûr qu'on en soit capable. C'est tout un débat, et votre étonnement me fait plaisir, parce que on dit mais pourquoi le fascia, pourquoi les gens n'y croient pas? Parce que c'est très récent. C'est très récent, et les gens qui sont dans le milieu médical, je ne sais pas si ils se rendent compte, mais tout évolue. Le savoir, il évolue tout le temps. Sinon, on ne serait pas là. Non, c'est dans l'Occident. Et dans la communauté internationale, la première communauté maintenant du fascia, elle a été créée en 2005. C'est hyper récent. Alors que c'est un tissu extraordinaire pour notre corps. Faire un essai et réussir éventuellement. Et ça reste un essai moins agressif qu'une chirurgie. C'est de l'entretien. Voilà. C'est de l'entretien. C'est pour ça que le yoga, il s'est spécialisé dans justement comment le traiter. Et les gens qui font du yoga, quand vous les voyez, qui ont acquis quand même un certain niveau, ils parlent à leur corps. Et c'est bien de parler à son corps, parce que il va vous apprendre plein de choses qui lui font mal. Vous passez également de l'énergie. Oui. Alors par rapport à la tribologie, vous la considérez comment? Enfin, le passage de cette énergie. Bon, sans entrer dans le détail. Moi, je respecte toutes les croyances.
Moi, je suis un peu débitatif parce que le pire, c'est que j'ai vu des choses marcher. Et notamment les gens qui lèvent les brûlures. Ça m'a toujours dépassé. Hein. Et ça, je l'ai vécu, je l'ai vu. Ou qui enlèvent la douleur carrément. Comment ça marche, je ne sais pas. Oui, mais nous, moi, devant les élèves, je ne peux pas me contenter de leur dire je ne connais pas. Maintenant, avec l'âge, je peux le dire. Mais il faut toujours une explication. Comment ça marche? Non. Non, oui, exactement. Oui. De toute façon, quelqu'un qui travaille Là, c'est un début d'explication très, très sérieusement. C'est-à-dire que il dégage des ondes qui, avec elles, transportent des fréquences et qui sont peut-être un début de guérison. Il y a une réponse. Et je ne sais pas. Là, je suis ignorant. Hein. Ah bah, devant les élèves, c'est pas bien. On passe pour des imbéciles. Ah ben maintenant, quand on ne sait pas, on sait dire qu'on ne sait pas. Scientifiquement, on est quand même limité. On n'est pas capable d'expliquer le commencement du monde. Donc, comment vous voulez avoir toutes les réponses auprès des élèves? Non, mais vous avez raison. Donc, il faut être un peu humble et accepter que les choses nous dépassent. Moi, je définis le lâcher-prise, c'est accepter que je ne sois pas tout-puissant et qu'il y ait plus grand que moi. Donc, ça veut dire que je ne peux pas donner toutes les réponses à l'autre. Qui je suis pour avoir tout le potentiel du savoir? Malheureusement, je n'ai pas des élèves comme vous. On peut les initier un peu. Surtout avoir l'humilité de leur dire qu'on ne sait pas tout. Hein, je crois qu'il y a un monsieur qu'on connaît bien qui a chanté à 60 ans là. Ah, c'est dommage. Plus on ose le dire, plus on aide l'autre à ne pas se croire tout puissant. Tout à fait d'accord. Mais ça évite de faire des sociétés où il y a des gros dominations. Oui, absolument.